ce qu'il a aussi fait, nous l'avons vu durant toute cette campagne post-référendaire ou même pré-référendaire, c'est qu'il a réuni ici à Paris des opposants africains, il a fait pas mal de choses, et on l'a présenté comme étant le leader de l'opposition congolaise. Or, on voit aussi qu'aujourd'hui, à la lumière de ce que nous avons déjà dit ici, que ces relations ne se passent toujours au beau fixe avec les autres membres de l'opposition congolaise qui ne lui reconnaissent pas un certain leadership, sinon parfois le fait de pouvoir parler au nom de tous sans pour autant, entre guillemets, qu'il ait été habilité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il peut porter ce leadership-là au sein de l'opposition congolaise? Ben écoutez, je pense que dans la vie, c'est mon point de vue. Allez-y. Dans la vie, il faut savoir, devant l'intérêt général, s'effacer un tout petit peu. Il faut savoir se faire un peu plus petit quand on veut que quelque chose triomphe, lorsqu'on sent des oppositions inutiles. Il faut s'accrocher à l'essentiel. Je pense que la capacité d'un homme politique s'apprécie dans sa manière d'analyser la situation du pays et de dégager les pistes de sortie. Ce ne sont pas les grands discours ne valent rien. La capacité d'un homme politique s'apprécie sur sa manière de comprendre, parce que quand on ne comprend pas, on ne peut pas trouver de solution. Lorsque un médecin se trompe de diagnostic sur son patient, on connaît le résultat. On connaît le résultat. Et sur le pays, c'est pareil. Quand on a eu une analyse erronée de la situation du pays, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin parce que on n'a pas les repères. Sur la question du leadership aujourd'hui. La question du leadership, je pense qu'elle sera réglée le moment venu. Mathias Zon est un opposant historique. C'est l'opposant incontestable, connu. Pas corruptible, incorruptible. Incorruptible. Il faut le dire. Voilà un homme incorruptible. À peine a-t-il dit que le Congo était en situation de vacances de pouvoir. À peine a-t-il dit qu'il détenait la liste de certains qui avaient reçu l'argent du pouvoir pour aller aux élections comme caution. Vous avez vu tout ce qu'on a sorti sur lui. Vous avez vu tout ce qu'on a sorti sur lui. On va fouiller dans les poubelles. Vous savez, à Brazzaville, vous en avez qui dorment, et quand ils se réveillent le matin, il faut forcément trouver quelque chose à mettre sur le dos de Zon. Mais le pouvoir en rigole, parce que le pouvoir sait qu'il n'y a pas de lien de corruption ou de je ne sais pas quoi, ou oui, pas de corruption, de complicité. Non, ça n'existe pas. Vous dites aujourd'hui qu'il n'a jamais eu, parce qu'il y a plein d'informations, de rumeurs. Oui, mais ça, n'a jamais reçu de l'argent. Non, c'est le seul. Nous disons même que c'est l'un des rares. C'est l'un des rares. Je n'ai pas honte de le dire. C'est l'un des rares. C'est même une fierté pour nous. Qui n'a pas reçu d'Ingeri. Mais non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et le pouvoir a peur de nous. Nous, ce qui compte pour nous, c'est notre propre travail. On a travaillé dans notre vie, on vit de nos propres moyens. On n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Donc ça, nous n'en avons pas besoin. Voilà, on a bien compris que vous n'avez pas besoin de ça. Aujourd'hui, l'opposition congolaise continue à avancer, à en disperser. N'empêche que vous, aujourd'hui, au sein de la diaspora, vous faites un autre travail. Nous vous avons rencontré au mois d'octobre 2015 à Lyon. Vous intervenez dans une manifestation à propos de cette constitution et du référendum. Vous interpellez la diaspora. Aujourd'hui, au sein de l'IPRN, est-ce que vous avez une politique spécifique à la diaspora, puisqu'on voit très bien l'intérêt que l'on par rapport à cette diaspora, et on voit aussi les conflits de cette diaspora par rapport au pouvoir de Brazzaville? La diaspora est dans une situation difficile, complexe. Et la situation même au niveau de la diaspora a évolué. Aujourd'hui, je pense que nos compatriotes qui sont en Europe ou en France, aujourd'hui, n'ont pas eu cette chance, comme nous, de passer par la FEANF, de passer par la EEC. Parce qu'à l'époque, c'était quoi notre mot d'ordre? Notre mot d'ordre, il faut être techniquement compétent.
Techniquement compétent, c'est-à-dire on apprend son métier. Et puis, politiquement conscient. Politiquement conscient. Ça veut dire prendre conscience de la situation chez nous. Comment cette situation, dans son analyse, comment on peut l'analyser et comment on peut dégager un certain nombre de pistes. Voilà. Et aujourd'hui, la diaspora, cette diaspora-là n'a pas de repères. Pourtant, on la voit très mobilisée sur les questions concernant oui, elle est le pays. mobilisée, mais c'est de façon, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens et c'est vraiment regrettable. Que faut-il faire finalement? Mais écoutez, nous avons commencé déjà en 2012 avec Mathias Zon à la gare de l'Est où nous avons réuni beaucoup d'associations pour dire qu'il fallait que la diaspora parle au nom ou qu'elle parle d'une même voix. Que la diaspora parle d'une même voix et surtout qu'elle prenne à bras le corps le problème du pays. Que la diaspora ait une compréhension patriotique de ce qui se passe chez nous. Qu'on ne privilégie pas des égos, que chacun laisse ses égos de côté. Or, vous avez là, s'il y en a un qui a fait un meeting ce matin, l'après-midi, ça va être un autre. S'il y a un président là, il y en a un autre qui va se dire, moi aussi, je suis président. En fait, c'est des gens qui ne veulent pas s'écraser, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut savoir se faire un peu petit. Et ça, tout le monde n'a pas cette compréhension des choses. Et plus, l'avantage que nous avions à l'époque, c'était que nous nous appuyions sur un mouvement patriotique qui luttait sur le terrain. Et c'était bon. Mais aujourd'hui, il faut voir les différentes fractions en lutte, par exemple, sur la place de Paris. Il faut voir sur quoi et sur qui ils s'appuient véritablement au pays. Ce qui fait que lorsqu'ils s'appuient sur un groupe, et au pays, je veux dire, et que ce groupe-là se trouve sur une position erronée, ils ne savent plus quoi faire. La diaspora a applaudi Diatta. Mais aujourd'hui, ils voient bien qu'il y en a qui sont en train de marcher sur les orientations de Diatta. Dans quelle situation ils se trouvent? Et les mêmes qui ont applaudi Diatta, c'est aussi ceux qui applaudissent aujourd'hui par Feu Kolela ou encore au commissaire. Voilà, alors, donc, je pense qu'il y a encore un travail à faire. Je pense qu'il y a encore un travail à faire. Et moi, je leur ai toujours dit, comme vous l'avez dit à Lyon ou dans d'autres grandes rencontres à Paris, je leur ai toujours dit à ces compatriotes-là que nous sommes les enfants d'un même pays. Nous sommes les filles et les fils d'un même pays. Nous sommes condamnés à travailler ensemble, dans l'unité, dans la compréhension. Dans la compréhension. Mais parce que c'est ensemble, dans les quartiers, que nous allons tous travailler ensemble. C'est nous qui allons reconstruire les quartiers de nos villes. Nous nous retrouverons là-bas. C'est nous qui allons dans l'administration regarder, apprécier, corriger ce qui ne marche pas aujourd'hui. Alors, pourquoi nous entretuer inutilement? Recentrons-nous sur l'intérêt du pays. Il n'y a que ça. Vous savez, à l'UPRN, c'est ça. C'est le pays d'abord. À l'UPRN, c'est ça. C'est le pays d'abord. Vous avez parlé des articles, de nos articles, de mes articles, je veux dire, mais quand vous les lisez, la tonalité reste la même. Le pays. Encore le pays. Toujours le pays. Alors, du côté de la diaspora, on se sent aussi mal aimé par ce pays. La diaspora se mobilise pour ce pays, mais le retour n'y est toujours pas. Vous, à l'UPRN, est-ce que vous avez des mesures concrètes? Si demain vous avez le pouvoir, on découvrira peut-être des propositions de votre projet de société. Est-ce que vous pensez, par exemple, que le droit de vote est quelque chose, un combat que vous pouvez porter aujourd'hui pour que la diaspora, demain, puisse participer, non pas seulement damer le pavé parisien, mais aussi donner son point de vue en mettant un bulletin dans l'urne? Oui, il y a un droit de vote pour tout citoyen congolais. Je pense que, pour ce qui nous concerne, à partir de ce programme-là, nous l'avons déjà fait, à partir de ce projet de société, nous allons faire un grand travail à l'endroit de la diaspora pour lui dire, voici ce que nous proposons.
venez avec nous pour reconstruire ensemble notre pays. Nous allons aller vers la diaspora. Qu'ils viennent nous dire que vous êtes sur la mauvaise piste, vous êtes sur une mauvaise compréhension des choses, que l'on confronte un peu les arguments. Que l'on confronte un peu les arguments. Mais on espère qu'ils comprendront. Qu'ils comprendront. Puisqu'aujourd'hui, ça part dans tous les sens, même dans les manifestations. On voit bien. On ne sait pas qui est qui. On ne se retrouve pas. Et c'est une honte d'en arriver là. Alors que nous avons plein de talents dans la diaspora. Plein de talents qui ne demandent qu'à aller contribuer au redressement du pays. Alors, nous avons donc, si vous permettez, le message que j'ai à la diaspora, c'est de dire, il faut que la diaspora se ressaisisse. Qu'elle mette toujours en avant ou au devant l'intérêt national. Que la question ethno, qu'on la néglige. Que la question régionale, qu'on la mette de côté. Parce qu'au fond, dire que, ah non, lui, je ne l'aime pas, ça veut, si vous n'aimez personne, ça veut dire que vous ne vous aimez pas vous-même. C'est ce que ma maman me disait. Si tu ne t'aimes pas, tu ne m'aimeras jamais personne d'autre. Alors, ce n'est pas parce que l'autre vient, je ne sais pas, du Sud. Ah oui, mais il vient du Sud, donc on ne peut pas travailler ensemble, je n'ai pas confiance. Non. C'est la question qui est posée dans cet article-là, oui, ou dans cet appel, où on trouve les haines, on trouve les jusqu'au-boutistes finalement qui défendent leur assiette, là, pour dire que depuis nous avons vécu comme ça, on va continuer comme ça, pas question de laisser tomber. Où on trouve aussi la peur de la revanche. La peur de la revanche. Ah ben non, mais si nous laissons, mais ceux qui vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui. Alors, Mathias Nzon a souvent été, je dirais, on n'a pas souvent permis de sortir du pays. Jusque-là, en fait, il est resté là. Maintenant qu'il va avoir un moment de campagne, vous parlez des moments d'explication, est-ce que aujourd'hui, il peut se mouvoir non seulement à Brazzaville et peut-être venir ici pour rencontrer la diaspora? Oui, il faut dire que Mathias Nzon, tout le monde le sait, il a toujours rencontré la diaspora. Au contraire, je vous ai dit qu'en 2012, il a réuni la diaspora à la gare de l'Est à l'hôtel Holiday Inn pour leur dire que nous sommes les enfants du Congo. Travaillons ensemble. Vous, la diaspora, et nous qui sommes sur le terrain, conjuguons nos efforts pour mettre fin au système actuel. Donc, il n'y a pas de surprise. Si Mathias Nzon revient, si le pouvoir ouvre les portes, si le pouvoir desserre les taux, alors, de retour en France, il rencontrera la diaspora pour lui faire part de son expérience. Toujours, c'est important. Quand on est sur le terrain, on a l'expérience. Et pour leur faire passer aussi un message, en particulier discuter aussi de son projet de société. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, il ne sort pas, il est chez lui, vous le savez, il est interdit de sortir du territoire. Je peux même dire de sortir de Brazzaville, je peux le dire, même de sortir de Brazzaville. Alors on nous dit qu'il y a des opposants à qui on empêche de sortir, mais c'est un prétexte pour les autres opposants parce que le vrai problème c'est lui. On dit si on laisse Mathias libre, alors les autres feront aussi de même. Et pour contrebalancer cette mesure, on se dit aussi que les autres ne sortent pas. En réalité, le problème, c'est toujours lui. Il y a juste dans la période récente où il y a eu un certain nombre d'opposants qui ont été encerclés chez eux. Oui. Lui, il n'était pas. Lui, il n'était pas encerclé. Le pouvoir qui voulait montrer que, ah oui, mais il n'est pas encerclé, ça veut dire qu'il a des liens avec le pouvoir. Vous voyez, c'est la soviétique tout ça. Il n'est pas encerclé parce que, donc, il est avec le pouvoir. Une conclusion toute faite. Et pendant ce temps, quand vous voyez sa rue, c'est des travaux qui sont organisés. On creuse là, on creuse là, on creuse là.
Et quand il a envie de sortir, il faut qu'il dise que ah ben moi je suis en train de sortir là. Allez, maintenant il faut amener une planche là, une tôle pour qu'il puisse mettre la roue là pour pouvoir sortir. Mais c'est quoi? C'est pas une forme d'encerclement ça? Et ça, on n'a pas besoin de le crier sur les réseaux, voilà. Mais ça, les gens ne le savent pas. Bon, au moins là, je leur donne cet élément-là. Oui, c'est sûr. C'est pour dire que non. Et puis on nous dit oui, mais vous avez tout à l'heure vous avez dit oui, mais il y a comme des flèches comme ça qu'on lance toujours sur lui. J'en ai vu encore une il n'y a pas très longtemps où on dit oui, mais il a pactisé avec le pouvoir. Oui, il a reçu 1 milliard. Oui, il a reçu 1 milliard. Oui. C'est tellement grotesque que je ne réponds pas à ça. Et puis en même temps on dit oui, mais il a vendu, je ne sais pas, un terrain ou une maison à l'enfant de Sassou. Qui peut croire à ça? Qui peut croire à ça? Mais je vais vous le dire là, il y a en face, devant la résidence de M. Don, un terrain avec une grande maison. Où habitait, j'ai dit où habitait. Parce qu'il n'est plus là le monsieur qui habitait là. Où habitait un Français qui habitait là, en face. Le pouvoir a donc fait pression sur ce monsieur-là pour dire votre emplacement nous intéresse. Le pouvoir a fait pression sur ce monsieur-là pour dire partez d'ici, votre emplacement nous intéresse. Pourquoi faire? Pour mieux suivre les faits et gestes de Mathias Zon, peut-être pour filmer les années venues. Le monsieur a dit, moi je me sens bien ici. On lui a dit, vous êtes obligé de partir. Il a eu peur. On lui a dit 3 milliards. 3 milliards pour prendre cet emplacement-là. Et le type a pris peur, il est parti. Le pouvoir s'installe. Et il installe peut-être un laboratoire là-dedans. Vous nous dites aujourd'hui qu'il y a devant la résidence de Mathias Nzon. Ouais. Ben oui, le pouvoir est là. Vous savez, quand vous prenez devant le CHU, vous descendez jusque chez Mathias, vous avez des gens qui vous filment. Des gens qui vous filment, des agents de pouvoir. Vous pouvez être interpellé à tout moment dans la cité pour dire, on vous a vu aller vers là-bas. Vous allez où? Et je vais vous dire encore un truc. C'est que quand vous êtes par exemple chez M. Zon, dès que vous sortez de chez lui, il y a toujours un taxi qui démarre et qui arrive comme pour vous prendre. Et vous pouvez imaginer le gros travail de flics que font les taximans à Brazzaville. Les taximans du pouvoir notamment. Donc voyez-vous. Alors quand on dit il a vendu quoi? Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? Un banquier de ce nom. Il a vraiment besoin de ça? Et très souvent, les gens qui pondent ce mensonge-là sont ceux qui, dans l'ombre, ont demandé à rencontrer Zon et qui n'ont pas pu. Alors, ils se disent, il va falloir le salir. C'est comme ça. C'est comme ça. Et il y en a des tonnes, on pourra en parler toute la journée. Oui, voilà, on ne prendra pas la journée. On ne prendra pas la journée que pour ça. On a bien compris, Jean-Sylvestre Itoile. Alors, on va arriver à la fin de cet entretien. Maintenant, au moment où les choses vont telles que nous le voyons aujourd'hui, vous l'avez su il y a déjà quelque temps. On voit très bien que l'environnement politique congolais est délétère. On ne sait pas trop où vont aller les choses. Êtes-vous inquiet? Je vous ai dit que j'étais optimiste. Optimiste toujours. Oui. Confiant. Et vous savez, Danton dit de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Danton. Et dans ma vie, j'ai aussi eu la chance de rencontrer un sage, un grand sage, qui me dit, vous savez, l'ascenseur que nous prenons pour aller d'un étage à l'autre, si vous ne l'appelez pas, il ne viendra jamais. À moins que quelqu'un descende. Non. Il ne viendra jamais. Il ne viendra jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Et lorsque vous avez intégré ce que je viens de vous dire là, en vous,
vous devenez forcément acteur, pas spectateur. Et c'est pour ça que cet appel de 2014-là, où l'on dit les forces vives face à l'histoire, parce qu'ils devront rendre des comptes un jour. Ils devront se regarder dans le miroir un jour pour dire qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Et là, j'interpelle le premier des Congolais aujourd'hui, le premier des Congolais, quoi que l'on en dise, le président de la République, Sassou Nguesso, pour lui dire la solution est dans ses mains. La solution est dans ses mains. Un chef, comme on dit au village, lui qui aime le village, qui va très souvent pour se ressourcer, pour rechercher l'inspiration, le chef de village n'est pas celui par qui le malheur doit arriver dans le village. Le chef de village est garant de la paix. Le chef de village est garant de la sécurité de tous. Le chef de village est ouvert au dialogue. Au dialogue. Et le chef de village écoute. Quand un chef n'écoute pas, quand il lui manque un peu d'esprit critique, pas de critique, c'est-à-dire de dire ça c'est bon et ça c'est pas bon, alors on va droit dans le mur. Alors on va droit dans le mur. Il faut, mais vraiment, je lui lance cet appel solennel, qu'il comprenne la nécessité de réunir les fils et filles du Congo autour d'une table pour rechercher des solutions à la crise que nous traversons aujourd'hui pour que la paix soit palpable et partagée par tous. En particulier, qu'ils comprennent c'est un message que je lui envoie, qu'ils comprennent que le chef doit aimer ce qui est bien et ignorer ce qui est mal. Aimer ce qui est bien, ignorer ce qui est mal. Ça, c'est un message pour lui. Autrement, dans les conditions actuelles, je le redis, quel que soit le candidat qui s'aventure à aller à l'élection parce qu'il aurait reçu des ngiri ou je ne sais pas quoi, comme pour se faire plaisir, comme pour paraître, montrer que moi je suis là, quel que soit le candidat, il sera battu. Il sera battu. Il aura peut-être 0,005% ou je ne sais pas quoi. Ça va servir à quoi? Alors, Jean-Sylvestre Ittois, je vais terminer cet entretien par la politique fiction. Je sais que vous êtes un homme debout, vous avez les pieds sur terre. Sassou, jusqu'à maintenant, ne s'est pas annoncé. Le PCT fait tout pour qu'il soit candidat, lui-même ne s'est pas dit. Imaginons que demain, qu'il ne le fût pas. Est-ce que la position qui est la vôtre changerait? Ah, grande question. On est dans la fiction, donc on peut rêver. Moi, je me dis si je le lance cet appel-là, c'est pour qu'il revienne à la raison. Imaginez qu'il vous écoute. S'il revient à la raison, il n'y a pas de raison que je ne le comprenne pas non plus. Oui. Nous le disons, revenez à la raison. Retrouvons-nous, mettons nos égos de côté, voyons l'intérêt du pays. Asseyons-nous, dégageons des pistes et les vraies solutions pour sortir le Congo de là. Nous vous disons, si les conditions étaient réunies pour 2016, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. La preuve, vous avez le projet de société qui est là. Je ne sais pas si les autres en ont, mais nous en avons un déjà. Donc nous sommes prêts. Alors qu'ils reviennent pour qu'on regarde ce qui est bien, qu'on prenne ça, qu'on mette de côté ce qui est mal et qu'on oublie. Donc ça signifie parce que il n'est pas bon de construire dans la colère. Il n'est pas bon de construire dans la rancune. Il y a un président français, c'est Giscard, qui disait qu'il faut jeter la rancune à la rivière. Non.
devant l'intérêt du pays, devant l'amour que nous avons du Congo, mettons de côté, oublions ce qui nous divise. Oublions ce qui nous divise. Et c'est notre devise qui le dit en plus. Oui. Donc concrètement, ça signifie que si demain ça n'est pas partant, à l'UPRN, on peut revoir comment rabattre les cartes et puis rester... Ah non, mais pas là dans les... S'il n'est pas partant là et que les conditions ne changent pas, ça ne change rien. Ça suis d'accord. Ah ben voilà. S'il me dit, moi, je ne parle pas qu'il envoie, je ne sais pas, de fils, mais c'est là quoi la différence entre lui et son fils ou son neveu ou je ne sais qui? Les conditions resteront toujours les mêmes. Ils voudront toujours tricher, encore tricher et toujours tricher. Et ça ne changera rien à la vie des Congolais. Donc le problème, c'est pas ça, c'est le système en lui-même. C'est le système en lui-même. Et je pense que vous et moi, comme ceux qui nous écoutent au-delà de cet espace, nous devons nous retrouver. Mais vraiment nous retrouver sans couleur de région ou de tribu ou de quoi que ce soit pour construire ensemble, comme le dit si bien Mathias, disons, ensemble, construire ensemble notre beau pays. Merci Jean-Philippe Siltoine. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que vous êtes venu de Lyon pour nous rencontrer ici à Paris. Ça a été un plaisir de partager avec vous et nous vous souhaitons bon vent. On est en début d'année, pardon, en 2016, on est qu'à peine le mois de février. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter déjà, à vous, jeunes retraités? Le temps, vous l'avez. Il faut dire que j'ai le temps de penser au pays. Oui. Toujours penser au pays, penser encore au pays et toujours au pays. Comme on dit chez nous, ah, Yakadiamama. Hein? Et tu sais ce que ça veut dire, Yakadiamama. Le pays reste le pays. On ne peut pas le refuser. Voilà. Voilà, le pays reste le pays, on ne peut pas le refuser. C'est sur ces propos que nous allons nous séparer. Merci à notre invité Jean-Sylvestre Ittois, qui je rappelle est le président de la Fédération France-Europe de l'UPRN, le parti présidé par Mathias Nzan, membre de l'opposition congolaise. Merci à vous aussi que nous suivez, à Noko Kubunga Koso, aux hommes et les femmes qui aujourd'hui accompagnent l'action de Ziana TV. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.